Arratsaldeon, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película New Youth Needs to Meet, película que forma parte de la sección oficial de esta 65 edición del Festival de San Sebastián. Y para hablar de la película, pues tenemos hoy aquí parte de su equipo. Tenemos a Bertrand Faivre, productor, tenemos a su protagonista, Angry B, y a sus directores, Jean Livon y Yves Inand. Así que, bueno, están aquí, tenemos preguntas ya aquí delante. Empezamos. Allez, courage. Hola. Quería preguntar qué parte de lo que hemos visto. Je voulais vous demander quelle partie des histoires que nous voyons dans le film sont vraies et qu'est-ce que vous avez complètement inventé. Tout. Il n'y a aucune histoire qui est vraie. Hein. On a tout inventé. Tout est joué par des comédiens. Qu'on a frappé pour jouer. Et voilà. C'est la réponse. Il n'y a rien d'autre à dire. La seule personne qui n'est pas comédienne, c'est Anne. Il y a quand même un texte. Hein. À votre avis, je ne sais pas, qu'est-ce qui est fiction, qu'est-ce qui est reportage dans l'histoire? Je vous pose la question. For you. Oui, oui. Désolé, pas de micro, on ne peut pas traduire. Ouais. Pardon. Bon, je ne sais pas si certaines des histoires que l'on voit dans les différents sketchs, si c'est basé sur des faits réels ou pas. Parce que c'est vrai que ce sont des choses qui auraient pu se passer, n'est-ce pas? Mais je vois que non. Selon vous, c'est pas ça. Non, ce ne sont pas des histoires basées sur des faits réels, ce sont des faits réels. Tout est réel, c'est-à-dire que si vous regardez tous les rushs du film, et il y en a pour, je ne sais pas moi, 300 heures ou 200 heures, je ne sais pas, vous allez avoir tout l'interrogatoire de la dame infanticide, par exemple. Et ça a été pris, ça n'a pas été recommencé, ça a été pris sur le vif, si je peux dire, dans un cas pareil. Donc, ce n'est pas basé sur ce sont. Je trouve que dans le travail que l'on fait, je trouve que la richesse, c'est justement de simuler les choses telles qu'elles sont et ne jamais ni les créer, ni les transformer. C'est d'une matière état brute, même si c'est monté, naturellement, parce que sans ça, on aurait 300 heures. Un film de 300 heures, maintenant, c'est plus possible. Mais moi, je travaille depuis 40 ans comme ça. Et en fait, je viens d'un... Moi, j'ai une grande carrière à la télévision, de grand reporter et autres. Et en fait, après 10 ans d'avoir fait ça, ce genre de boulot, j'ai eu une espèce d'insatisfaction profonde de jamais employer deux instruments formidables, c'était une caméra et du son direct. Et on faisait soit de la fiction ratée, soit de la radio chiante, soit... enfin, on ne faisait pas de la télévision. Donc un jour, on a décidé, avec Marco Gamen chez moi, de jeter tous les trucs de la télévision, même du cinéma, à la poubelle, c'est-à-dire garder de l'image et du son direct, sans musique, sans interview, sans commentaire, rien du tout. Et donc depuis toujours, moi ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais ce genre de boulot, avec une série de gens comme Yves, où vraiment on capte les choses au moment où elles se passent une fois, et pas deux. C'est-à-dire que les choses ne sont pas répétitives. Toutes les interviews qu'il a fait, elles se passent une fois et jamais d'autre chose. Notre travail à nous, c'est d'être là au moment précis et d'être au niveau de l'image et au niveau du son correct, naturellement. Moi, j'ai toujours dit à mes caméramans, vous pouvez filmer vos pieds tant que vous voulez toute la journée, sauf le moment où ça se passe, vous êtes bien cadré au diaph et au point. C'est tout simple. Alors, moi, je suis un peu étonné que vous me posez la question, est-ce que c'est de la fiction ou pas. Maintenant, je sais aussi que depuis 30 ans, on me pose la question. Hein. Donc, n'allez pas vous suicider parce que vous allez poser cette question après. Mais surtout pas alors, ça va pas, non? Votre question était vachement bien. Elle m'a permis de donner une très bonne réponse et comme ça, c'est clair. Et puis, c'est le grand débat avec les réalisateurs, c'est savoir si la fiction est plus forte que la réalité. Et en fait, on se met au milieu. L'étonnement est quand même beaucoup plus fort dans la réalité. Il y a l'étonnement qui arrive ou le truc qui est absurde et à mon avis plus fort que s'il avait été écrit. Si c'était écrit, à mon avis, il y aurait un côté
C'est écrit. C'est écrit, ou bien c'est pas assez, c'est trop. Ouais. Moi j'ai vécu des tas de choses qu'on a filmées, que si on avait écrit ça en fiction, tous les gens diraient que c'est incroyable, vous avez filmé la moquette, vous avez filmé, quoi. Sans ça, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, non, c'est la réalité. Et c'est ça qui est la richesse, je trouve, du documentaire et des gens qu'on fait par rapport à une fiction. Moi, qu'on me dit toujours, oh, la fiction, ça exprime des choses qu'on ne peut pas exprimer dans la réalité. Moi, je trouve que c'est l'inverse. Moi, je trouve que la réalité, on ne parvient pas à exprimer des choses en fiction, ce qu'on trouve dans la réalité. Je suis intimement persuadé de ça. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Sí, sí, hay una pregunta. Bonjour. Je crois que nous tous étions en train de nous poser la même question, mais peut-être on craignait la réponse. Moi, j'avais peur que la réponse allait être que tout était vrai. Bon, Pourquoi ça commence à m'intéresser. Oui, c'est vrai que parfois, il y a des choses qui répondent à des clichés ou à des stéréotypes que nous ne voulons pas accepter. Alors, ma question, ou la question, plus que comme cinéaste, comme personne, par exemple, le personnage de Madame la juge, c'est extraordinaire, comme si ça avait été écrit. Bon, après tout ce que vous faites, est-ce que la réalité, elle est telle qu'elle? Si c'est comme ça, comment pouvez-vous faire face à la nature de l'être humain? Y a-t-il de l'espoir encore pour nous? Mais non. Il n'y a pas d'espoir. C'est vrai que ça nous a laissé bouche bée, c'est écœurant. Comment êtes-vous capable de coexister, de vivre avec toutes ces choses, ces personnages, ces histoires réelles? Alors il y a une chose, Anne va répondre. Déjà, on est à 70% de la réalité. On est en dessous de la réalité. On est en dessous de la réalité. On a fait un film très gentil. La réalité est pire. Très conventionnel. Il n'y a pas de choses qui sont choquantes. Je pense que la réalité, elle est vraiment au-delà du pire. On fait un film très gentil. Et donc, en fait, la chose aussi, c'est que, enfin, de par mon métier de réalisateur, comme celui de Jean, de par le métier de Anne qui est juge, moi, je connais cette réalité-là. Je connais, enfin, c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Je ne suis pas stupéfait de ce que je vois. Je pense qu'il y a justement un rôle qu'on doit prendre, nous, en tant que réalisateurs. C'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, quand on nous a proposé de faire un film pour le cinéma, pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? C'est parce que je pense qu'il faut montrer ce genre de choses. Je suis assez séduit par la réaction d'une salle, par exemple, plutôt que par la réaction devant une télévision. J'adore, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui ne m'étonne pas. Mais alors, maintenant, Anne, en tant que juge, est-ce que la réalité l'étonne? Je ne sais pas. Je suis vraiment désolée. Je suis peut-être présomptueuse et tout. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas connaître cette réalité-là. Elle existe, c'est mon quotidien. Et simplement, je vais dire, moi, je vais au-devant de cette réalité parce que je crois qu'on ne peut pas faire comme dans la chanson, c'est-à-dire vouloir toujours déjeuner en paix. Et je crois que c'est le message, notamment, qui est donné, c'est de secouer un petit peu. Et j'aime beaucoup votre réaction, parce que ça m'apprend énormément, ça m'apprend que ma réalité n'est pas celle d'autres personnes, ce qui est normal, mais je ne me rendais pas compte de la distance possible entre nous. Je ne sais pas si vous me comprenez bien, mais ce que vous dites m'intéresse particulièrement parce que ça m'apprend véritablement à ouvrir les yeux sur le fait que tout le monde n'est pas au courant de tout ça. Pour moi, c'est évident que tout le monde est au courant, que tout ça se passe. Tous les jours. Oui. Mais je comprends, donc ça m'intéresse ce que vous dites, parce que c'est vrai, on vit chacun dans sa réalité. On vit chacun dans son monde, on vit chacun dans son quotidien et on n'a peut-être pas assez de contact avec des gens qui ont un autre quotidien que nous. Et je n'en ai peut-être pas assez parce que pour moi, les gens que je rencontre dans mon bureau, ben c'est tous des gens que je connais. Je vais vous dire que l'infanticide, j'ai encore vu il y a 15 jours où elle comparaissait à une audience et où je vais lui téléphoner mardi pour lui donner des nouvelles parce que ça l'intéresse de savoir comment on a reçu l'expression de ce
pourrait dire être sa folie. Ça l'intéresse dans la mesure où aujourd'hui, elle prend les médicaments nécessaires à retrouver un certain équilibre. Il faut la soutenir parce que sinon, la réalité risque de lui revenir en pleine figure. Et je trouve que ce témoignage qui est celui-là de la folie qu'elle a pu exprimer est quelque chose d'indispensable aussi pour elle et même éventuellement pour son fils qui reste parce qu'il y en a un autre pour que tout le monde comprenne bien le moment hors du temps dans lequel le décès d'Ibrahim s'est produit. Si vous ne comprenez pas tout à fait bien, parce que je suis en train de réfléchir en même temps que je parle pour construire ma réflexion. Et donc, je trouve que que ça devrait peut-être être toujours comme ça, pour ne pas, au moment où on se réveille de ce qu'on a fait, se dire « mais ce n'est pas moi » et pouvoir voir que ce n'est pas soi. Voilà. Enfin, dit peut-être autrement, que cette madame dont on parle, l'infanticide, en fait, je crois que Anne, c'est la première personne à qui l'infanticide peut s'exprimer. En fait, sa famille avait pu en entendre parler, son mari, on ne sait pas très bien où il est, les psys l'ont abandonné quand même en cours de route puisqu'il a fait 2 séjours en hôpital psychiatrique, on l'a balancé dans la nature. Les flics qui viennent voir le samedi avant, ils ne sont pas formés pour écouter. En fait, la première personne auquel cette dame peut exprimer son malaise et raconter son histoire, c'est Anne, en fait. Je trouve que quand même, il y a une formidable écoute de sa part, surtout quand vraiment, à la fin de l'audition, elle commence vraiment à partir dans ces trucs où elle rattrape quand même assez formidablement, quoi. Donc moi, je trouve que c'est quand même une grosse part d'humanité. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je crois que parfois, il faut quand même sortir et voir du monde, quoi. Je crois que c'est quand même notre boulot de documentariste, de cinéaste, de parler de ce genre de choses. On ne fait pas des feel-good movies. Hein. Maintenant, moi, je serais ravi si toute cette nuit, tous ici, vous ne dormez pas. Hein. Moi, je serais ravi. Moi, alors j'ai gagné mon pari. Non, je me place en dehors de tout le monde. Moi, pour moi, c'est le truc. Hein, c'est le truc. Si vous ne dormez pas, tant mieux. J'ai raison. Il exagère. Mais non. Je suis en toute la vérité, groupe de jour. Me van a disculpar, pero veo que hablan de una serie de... ¿Puedes poner el micro un poquito, digamos? No, Ceci est basé sur une série de télé, n'est-ce pas? Et moi, je ne la connais pas. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu à l'origine? Racontez-nous un petit peu les origines du film, etc. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que nous, on connaît des choses que peut-être on ne connaît pas. Par exemple, cette série de télé, dites-nous, s'il vous plaît. En fait, pour Jean et Marco, comme d'autres journalistes, moi j'étais... donc il est beaucoup plus jeune que moi, Jean, donc, mais j'étais pas encore avec lui. On fait une émission, c'était des grands reporters, donc ils ont traversé l'Amérique latine, tous les continents, ils ont traité beaucoup de guerres et de conflits, et à un moment donné, ils se sont posés entre eux la réflexion d'année en année aller au Liban, d'année en année aller dans les mêmes zones. Ils se sont dit qu'ils allaient, à force de faire ça quelque part, et c'est ce que je remarque aussi, c'est que le documentaire, les reportages étaient faits hors de nos frontières. Donc on s'intéressait plus à des catastrophes ou à des humaines en dehors de nos frontières qu'à l'intérieur des frontières. Et puis Jean et d'autres ont décidé de se concentrer à faire du grand reportage, du grand documentaire à l'intérieur de la Belgique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a jeté à la poubelle tous les trucs de la télévision. Et donc, on faisait partie d'une émission qui s'appelait De grands reportages, en fait. Et en fait, en 85, on a tout bazardé. Et en fait, on a créé une émission qui s'appelle Striptease, mensuellement, le mercredi soir en prime time, donc à 20h, qui a cartonné tout de suite, parce que je crois que ce n'est pas nous qui étions géniaux, c'est que je crois qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque. Vraiment, à ce moment-là, on est arrivé, puis on a rempli un besoin, en fait. Et donc, je me souviens qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces saloperies. Donc, les gens nous écrivaient encore. Et je me souviens, je raconte toujours la même histoire, une des premières lettres qu'on a reçues, c'était une grande feuille A4 comme ça, bien dessinée, bien calligraphiée, où il disait, c'est formidable votre truc, on regarde ça en famille, 3 générations, grands-parents,
parents et enfants. Et quand votre émission est terminée, on ferme la télé et on s'engueule tous parce qu'on n'est jamais d'accord sur le sujet. En fait, il y avait 4 sujets. Alors, on faisait toujours des trucs, des documentaires, souvent c'est interminable. Quand ils ont un sujet d'un quart d'heure, ils en font 3h30. Nous, on faisait l'inverse. Quand on avait 3h30, on en faisait un quart d'heure. Donc, l'émission, en fait, faisait 4 fois un quart d'heure pour faire 50 minutes. Et donc, les gens, c'était des sujets différents, avec des appréhensions différentes. Et donc, les gens, soudain, moi, j'aime bien le premier et le deuxième. Moi, non, c'est le 4e et le 5e. Donc, bon, les gens se bagarraient. Mais nous-mêmes, à l'intérieur de l'équipe, on se bagarrait. Il ne faut pas croire. Hein. On s'est toujours bagarré. C'est formidable d'ailleurs. Et donc cette émission-là a existé en 85. La France 3 est venue nous trouver en 92, en 92, donc pour faire la même chose. Et donc la télévision française, naturellement, c'est pas le prime time, c'est le samedi soir à 23h30, minuit et demi, parce que le média télévision en fait s'est effondré depuis 20 ans. Il faut quand même se rendre compte ça. Et donc voilà. Et puis en 2001. En Belgique, donc RTBF, il y a eu des plans sociaux, donc on s'est retrouvé à 3 pour faire cette émission. Donc on a changé l'émission qui s'est appelée « Tout ça ne nous rentrera pas au Congo », parce que nous avons aussi un grand pays colonisateur, hein, nous quand même, hein. Heureusement, c'est ce qui nous sauve. Et donc, et puis voilà, et puis à ce moment-là, on a transformé, et on a été arrêté en 2011-12 sur France 3, parce que je crois que vraiment que le média télévision est fini, et que je crois que ce genre d'émission qu'il y avait, ce n'est plus possible dans une télévision maintenant, en fait. C'est fini. Donc on passe au cinéma, parce qu'on a la faiblesse de croire que ce genre de regard, d'attitude, de travail est encore intéressant pour tout le monde, quoi. J'espère que dans les meilleurs sujets, on atteint l'universel. Je crois qu'ici, on atteint l'universel. Pour la petite histoire, je crois qu'on a plus de 850 films, des courts, des très longs, des séries aussi, dans le même ton, le même esprit, quoi. Donc, c'est un truc qui est quand même à marquer, et donc beaucoup de cinéastes en Belgique et ailleurs se sont inspirés quand même. Voilà, si ça répond à votre question. Et en fait, c'est Bertrand qui nous a proposé de faire un film pour le cinéma, et c'est lui la passerelle entre le cinéma. Bertrand Fèvre. Après, la difficulté en termes de cinéma, c'est que ce pas des sujets qui s'écrivent, donc ce pas des histoires, et qu'en général, les gens qui financent le cinéma aiment bien savoir ce qu'ils vont avoir à l'écran. Et donc là, on a eu, c'est pas un hold-up qu'on a fait, mais disons qu'on leur a promis, qu'ils allaient découvrir quelque chose, mais qu'il fallait le financer avant. Et ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, on avait une difficulté, c'est que comme il n'y a aucun écrit, il a fallu tourner quelques bouts d'images, les montrer et faire en sorte que ces images ne circulent pas. Parce que comme on est quand même il y a un processus d'autorisation pour ce que vous avez vu là, il faut que les gens qui passent devant l'écran, les avocats, le procureur du roi, tout le monde ait approuvé ce film pour que vous puissiez le voir, parce qu'il y a un processus judiciaire dans lequel ces affaires s'inscrivent. Et donc la difficulté, c'était d'arriver à financer un film sans qu'il y ait rien d'écrit, avec des images qu'on ne pouvait laisser nulle part. Voilà, donc ça a été assez amusant et on y est arrivé dans un temps relativement rapide. Voilà, même si après, tourner le film a pris 3 ans. Vous avez dit aussi que les acteurs, qu'il n'y avait pas d'acteurs professionnels, que ce ne sont pas des acteurs professionnels. Voilà, non, ils ne sont pas des acteurs. Jamais. Madame non plus. Jamais. Non, elle est juge. Elle est juge. C'est son vrai métier. Et dans votre vie réelle, vous êtes juge, n'est-ce pas, madame? Oui, voilà. Et vous êtes comme ça, comme sur le film, comme vous avez vu sur l'écran, vous êtes comme ça, vous êtes réel. Donc le film est plutôt calme. Exactement pareil, madame? Mais il faut demander à mes clients. Mais normalement, je suis toujours comme ça. Moi, je la connais depuis maintenant 12 ans, et depuis 12 ans, elle est la même. Mes clients reviennent d'ailleurs. Non, Excusez-moi, mais on dirait que c'est un personnage de fiction. Désolée de vous le dire. Mais je vous remercie beaucoup, parce que si je suis un personnage de fiction, je survivrai à ma mort. Oh, bravo.
creo además, Yves y Jean, que ya habíais colaborado con Anne, ¿no? Previamente. Que vous aviez en déjà una travaillé película, avec Anne que auparavant, se n'est-ce llamaba pas? Les flics, le juge, Les l'assassin. flics, le juge et l'assassin. Alors pour revenir justement sur ce film-là, donc est-ce que la fiction est plus forte ou le réel est plus forte que la fiction? On avait fait un polar documentaire et Madame Gruet n'était pas le personnage principal, c'est pour ça qu'on l'a mise dans ce film aussi comme personnage principal. Elle enquêtait avec des policiers, il y avait eu un horrible crime à Bruxelles et la pièce à conviction, c'était une frite. C'était donc une histoire réelle, mais donc voilà. Et donc l'absurde est pas loin de la porte en fait. Donc à l'époque, on a fait 3 fois 50 minutes, quoi, une série. Et donc, Madame Gruet, c'était la juge de l'histoire qui prenait une petite partie. Et donc, on avait fait cette histoire qui était un vrai polar, en fait, où on trouve l'assassin, mais qu'on ne parvient pas à coincer. C'est toujours la même chose. Et puis après, on a décidé de faire un sujet avec Madame la juge comme sujet principal, quoi. On a réservé le meilleur pour la fin. Más preguntas aquí, sí, veo aquí y luego vamos. Hola otra vez. Bonjour. Ma question, elle est pour Madame, pour Anne. Vous êtes juge et maintenant vous êtes comédienne. Alors, comment ça se fait? Comment avez-vous vécu cela? Bon, vous avez un scénario, mais ça fait partie de votre histoire. Racontez-nous un petit peu ce transfert. Non, ce n'est pas un transfert. Je suis désolée. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à entendre que je pourrais être un personnage de fiction, que je pourrais être une actrice, que je pourrais avoir joué la comédie, mais c'est moi. Je voudrais essayer de faire comprendre que je suis... Il n'y a pas de jeu, je suis toujours comme ça, il n'y a pas de transfert. La caméra était de son côté, on me filmait, je ne les voyais pas, je les ignorais complètement parce que chaque fois, enfin c'est même pas chaque fois, mais je veux dire, mon boulot, ce n'est pas d'être actrice, mon boulot, c'est d'être juge d'instruction, point. Et c'est un boulot que je défendrai jusque toujours, quand bien même en Belgique, il est question de supprimer le juge d'instruction pour en faire autre chose. Moi, je voudrais simplement dire, le boulot de juge d'instruction, le boulot de s'intéresser aux gens, de faire la vérité, à la fois sur les faits, sur le possible coupable ou le suspect plutôt, et sur la victime, c'est ça le boulot du juge d'instruction, c'est ça que je fais, c'est ça mon travail. La caméra fait son travail de son côté, c'est pas mon problème. Et donc, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de dédoublement de personnalité, il n'y a rien du tout. Il y a moi d'un côté, il y a eux de l'autre. Chacun fait son travail, le tout c'est que c'est dans la même pièce. Vous n'avez pas compris, il n'y a pas de truc au départ. Hein. Il n'y a pas de scénario, vous parlez de scénario, il n'y a rien au départ. Hein. On est nus. On est nus. On a une idée peut-être de ce qui va se passer, mais on n'a pas une idée préconçue au départ d'aucun des sujets, quoi. C'est marrant parce que ça rejoint la question de monsieur derrière vous. Donc la part de réalité, la part de fiction, tout le monde se rejoint sur le fait que c'est pas possible que ça soit la réalité. Et cette interrogation que vous avez me surprend, me fascine et m'interroge moi-même parce que pour moi, c'est évident que c'est la réalité, c'est évident que c'est comme ça que ça se passe. C'est évident. Voilà. Et je comprends, si vous voulez, c'est un peu comme si je me retrouvais dans le monde d'Alice au pays des merveilles, comme ça, où tout est fiction, et où on me dit, mais non, ton quotidien, c'est de la fiction. Non, mon quotidien, c'est pas de la fiction, c'est ça. Et c'est une série de scènes qui font appel à tous les... Pourquoi croyez-vous que les 10 commandements ont été donnés au début de la transhumance et du monde? Parce que tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras pas le mal à autrui, sont des choses, tu ne frapperas pas, sont des choses qui ont existé de tout temps. Ici, on vous les montre, mais elles sont dans la réalité, elles sont dans notre quotidien de tous les jours. Je voudrais savoir qui, par exemple, ici, ne connaît pas, donc, via, quelqu'un qui est mort violemment. Voilà.
Je ne sais pas, ce qui nous surprend n'est pas la réalité, cette réalité d'infanticide. Non, non, ce qui nous surprend, c'est la juge, le comportement de la juge. Alors, voilà, pour moi, c'est incroyable de vous voir, madame, qu'une juge soit comme vous. Je ne sais pas, vous devez être un cas rare en Belgique, j'imagine. Et que voilà pourquoi on a fait le film avec vous. Je ne sais pas. Tous les Belges sont des cas rares. Hein. Quoi? Tous les Belges sont des cas rares. Oui, Mais comment vous imaginez un juge? Bah, moi, je connais certains juges. Mais c'est votre attitude. Et je ne parle pas en sens négatif, je ne vous juge pas, madame, pas du tout. Seulement, c'est vrai que ça m'a surpris. Je sais que cette réalité existe, et même pire, dans les tribunaux. Ce qui est surprenant, pour moi, et je crois que ça a surpris aussi d'autres, ce qui est surprenant est de vous voir, vous, madame, comment vous vous dirigez à eux, comment vous parlez avec eux, votre proximité, votre intérêt, vous êtes curieuse de connaître leur vie. C'est vous-même, votre attitude avec eux. C'est exactement oui, pour mais... Elle est humaine, quoi. C'est pour ça que si vous aviez fait le film, vous auriez choisi exactement le même personnage parmi la galerie des autres juges. Ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'en Belgique, la fonction de juge d'instruction, qui a énormément évolué dans d'autres pays, est celle de rechercher, c'est ce que je viens de dire, la vérité, sans intérêt personnel. Si vous avez d'un côté le procureur qui cherche la culpabilité, les éléments de culpabilité, que vous avez de l'autre côté l'avocat qui cherche les éléments de l'acquittement, vous allez avoir un affrontement intéressé des deux côtés. Ici, en Belgique, on a la chance d'avoir le juge d'instruction qui, en fait, n'a aucun intérêt à la finalité du procès. Ce n'est pas lui qui va condamner ou pas condamner. Au bout du compte, ce sera un autre juge. Lui prépare le dossier et essaye de faire la lumière sur ce qui s'est passé, sur l'auteur possible, la victime possible. C'est ça. C'est comme en Espagne, madame. Nous aussi, nous avons le juge d'instruction. Et je crois que le rôle doit être assez similaire. Il y a deux choses à dire. Une qui va dans votre sens, c'est que, en général, on a eu des autorisations spéciales parce que les caméras ne sont pas autorisées à rentrer dans ces endroits-là. Donc il y a probablement une réalité qui est là que vous n'avez pas l'habitude de voir parce qu'on n'a pas l'habitude d'être autorisé à la montrer. Et ensuite, quand on s'approche de ça dans les émissions que vous pouvez voir, on rentre dans les codes de la fiction avec de la musique, avec du commentaire, avec de la scénarisation qui déréalise totalement ce que nous, on a essayé de rendre de manière totalement brute. Donc, à force de voir une réalité fictionnalisée par les médias télé, on pense c'est ce qui ne l'est pas qui devient irréel dans l'esprit. Donc, je pense que ça, enfin, en tout cas, nous, une des forces que je trouve à Striptease depuis que ça a été créé, une des raisons pour lesquelles je voulais faire un long métrage et proposer ça en cinéma, c'est qu'effectivement, c'est tellement pas fictionnalisé par rapport au reste que ça paraît irréel. Pourtant, c'est beaucoup plus réel qu'énormément de choses que vous voyez et qui sont vendues comme réelles. Tenemos más preguntas. Pregunta más. Peut-être pour terminer, je crois que vous devez vous le demander aussi dans le public. Oui, évidemment, on voit que Anne a accepté d'y participer, mais ensuite les personnes qui apparaissent dans toutes ces conversations-là, est-ce qu'ils ont accepté, ils n'avaient pas d'inconvénient qu'il y ait une caméra en train d'enregistrer eux qui étaient dans des situations difficiles? Alors, donc, on a travaillé donc, avec des autorisations. Donc, toutes les personnes qui sont filmées ont donné leur autorisation. Et donc, par exemple, dans le cadre du bureau de la juge, donc moi, je voyais les gens arriver avec leur avocat avant de rentrer dans le bureau de la juge. Donc, la juge ne participait pas à la discussion. Donc, elle travaillait. Et on avait un contact préalable avec les personnes qui arrivaient. Et les avocats, ils devaient donner leur autorisation. Et sinon, on ne tournait pas. Donc, il y avait l'autorisation de la personne, l'autorisation de l'avocat et puis l'autorisation encore renouvelée donc, à la sortie du bureau. Donc toutes les personnes ont donné leur accord.
Et après, il y a des accords qui ont été donnés avec des personnes qui ont demandé à être floutées, et parce que c'est pas dans le cahier des charges de striptease, on n'a pas monté. Et il y a des personnes n'ont pas accepté d'être filmées et qu'on n'a pas gardé, des personnes ont accepté d'être filmées qu'on n'a pas gardé, ou on a interrompu parce qu'il y avait des choses qu'on ne voulait pas poursuivre. Il y a plus Donc de 90. Il y a combien d'heures de rush? À peu près 200. Hein. 200, il y a une centaine d'histoires qui ont été filmées, on en a choisi avec, enfin Jean, évidemment, on en a choisi 8. 8. Après, il y a forcément il y a probablement une petite part des gens qui sont filmés au départ de conscience du fait d'être filmés, mais comme le dit Jean, c'est quand même des gens qui jouent gros, donc à un moment, leur problème, c'est pas du tout qu'il y ait une caméra, leur problème, c'est d'arriver à convaincre la juge et d'être complètement dans cette conversation avec la juge. Donc assez vite, et la caméra était assez... il y a une seule caméra, donc c'était pas un dispositif très lourd. Je pense que la raison pour laquelle les gens sont là et ce qu'ils ont à jouer là fait qu'ils ne jouent pas. Et donc, une fois qu'ils étaient partis, où on a vu des clients, comme les appelle Madame Gruet, sont revenus une deuxième fois, ils ont tout autant continué à accepter d'être filmés. Donc, il n'y avait pas de... C'est un peu le principe de la chose depuis le départ de striptease, quoi. C'est qu'en fait, les choses se passent une fois dans la réalité, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'à un moment, ce que les gens vivent au moment où vous le filmez est plus important pour eux que votre présence à vous des 3 heures avec la caméra et la page de son. Donc en fait, ils vous oublient tout à fait, quoi. Il n'y a jamais aucun problème là-dessus. S'ils commencent à ne pas vous oublier, ils commencent à jouer. Et c'est mauvais, à la caméra, ça se voit tout de suite. Donc en effet, on coupe et on arrête. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Mais ça, c'est vraiment un principe de base depuis le début. Moi, j'ai vécu parfois dans ma vie antérieure des gens qui me racontaient en interview, mais vraiment des monstruosités, avec le plus grand sérieux, et dont on s'apercevait que c'était bidon, quoi. Donc moi, je peux encore voir des choses assez régulièrement dans la télévision maintenant, des choses complètement bidonnées qui sont présentées comme une réalité. Nous, on a fait vraiment le truc inverse, c'est vraiment que les gens qui vivent vraiment cette situation, ici, soit ils sont libres, soit ils vont en tôle, en prison. Donc, le type à mes pieds, là, je m'en fous, quoi. J'y fais pas attention. Et si j'y fais attention, on s'en aperçoit tout de suite, et l'équipe s'en va, quoi. J'ai aucun problème là-dessus, moi. Je trouve qu'on est très soft en plus. Hein. Dans ici, je crois qu'on est très très gentil, moi. Donc... Teníamos ahí una, sí. Sí, yo quería preguntarles un poco sobre el perfil Le profil des clients. Voilà ma question. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont tous des profils bien définis, c'est-à-dire avec certaines origines ethniques ou de deuxième ou de troisième génération. Bon, je ne sais pas si peut-être ça nous montre aussi l'échec d'un modèle d'intégration. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cas où c'était comme ça. Je ne sais pas si cela représente un pourcentage très élevé des cas que vous recevez, Madame la juge, ou pas. Ou si vous avez voulu souligner ces profils-là, je ne sais pas. Donc en fait, après on va donner la parole à Madame la juge. En fait, nous on a pour le film ces histoires-là, les histoires courtes qui sont dans le film, eh ben, elles ont été choisies indépendamment de l'origine. Je ne sais pas quel terme vous avez employé. En tout cas, on a pris ces histoires-là sans se dire il nous faudrait pour être politiquement correct ceci ou cela. On a fait avec Jean un choix qui est un peu radical. On n'a pas, en plus, c'était assez une évidence. On n'a pas eu tellement de discussions entre nous en se disant pourquoi pas celle-ci, pourquoi pas celle-là. Après, sur l'interrogation que vous portez sur le public qui va chez Mme Gruet, ben, moi je pense que je la connais. Ça fait quand même des années que je l'ai suivi dans son bureau. Ça représente ce que j'y ai vu. Alors ça, Madame la juge. En fait, sur tous les cas qu'on a filmés, il y avait 3 bons blancs belges. C'est tout. Tout le reste, c'était peut-être échec de l'intégration. Ça, c'est vrai qu'une question qu'on peut se poser, en effet. C'est plus que de l'origine ethnologique, c'est de l'origine sociale. C'est surtout des gens pauvres. On le voit à tous les moments. C'est que la comparution, vous n'avez pas
Vous n'avez pas de délinquance en col blanc qui arrive là. Vous avez quand même des gens qui sont sur des crimes et des modes de pensée qui sont relativement basiques, qui n'ont pas une instruction, qui n'ont pas forcément même les moyens de se défendre. Et d'ailleurs, les moyens de se défendre, les juges à côté sont assez peu efficaces dans la défense de leurs clients. Donc avant un profil ethnologique, pour moi, c'est surtout un profil social. Ce qui rejoint votre question. Anne, oui. Deux choses. Un, vous ne voyez pas de délinquance en col blanc parce qu'à Bruxelles, l'instruction est répartie entre les juges financiers, les juges terroristes et les juges de droit commun. Je suis juge de droit commun, donc je n'ai pas de délinquance en col blanc, sauf l'escroquerie classique et des choses et le faux usage classique. Mais enfin, je n'ai pas de délinquance avec des montages sociétaux, des sociétés offshore, etc. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, j'ai bien entendu que vous avez parlé de deuxième et troisième génération et d'échec de l'intégration. Il n'y a pas d'échec de l'intégration. Ces gens sont notre société. Ce sont des Bruxellois. Ce sont eux qui composent la société bruxelloise autant que d'autres. Et donc, il n'y a pas un groupe de mal intégrés ou de bien intégrés. Il y a un groupe de gens qui sont tous aussi dissemblables que si vous parlez de la communauté homosexuelle, vous allez trouver des gens tout à fait dissemblables et ça n'a aucun sens de parler d'une communauté pour ces gens-là, s'il y a autant moins de sens de parler de la communauté issue de l'intégration. Nous sommes tous ensemble sur un même territoire et c'est notre société. Pour revenir à ce que ma collègue disait, oui, je suis d'accord avec elle. C'est vrai que moi, j'étais surprise par vous, madame, que par les cas que vous montriez. Est-ce que vous auriez fait le même film avec n'importe quel autre juge? Bah alors, la question, on fait pas n'importe quel film. C'est impossible de faire. On a fait ce film-là parce qu'il y avait, en tout cas, les conditions pour en faire un. Alors c'est clair que peut-être qu'avec un autre juge, on n'aurait pas fait. On aurait eu un film différent. On aurait peut-être fait un film différent, sur des histoires différentes. Oui. Ce qui est sûr, c'était que la juge Anne en question, du fait d'avoir déjà travaillé avec eux, leur faisait confiance. Et je pense qu'on n'aurait pas eu du tout le même film si c'était avec une juge ou un juge qui avait le moindre doute sur la démarche ou la moindre résistance sur la confiance qu'elle pouvait leur faire. Parce que c'est aussi entamé, donc on a tourné quasiment pendant 3 ans. Je pense qu'on était assez contraignant par rapport à Madame la juge, pas tellement que ça changeait son quotidien dans son bureau, mais ça veut dire une présence, ça veut dire des demandes précises, ça veut dire une liberté de tourner, et je pense qu'on n'a pas pendant ces 3 années-là, et ces jours de tournage, reposé Madame la juge. En tout cas, elle n'était pas demandeuse, moi j'étais demandeur avec Jean pour faire un film, mais ça lui a pris de l'énergie, voilà. Et donc... J'ai répété pas mal de fois que mon travail, ce n'était pas de faire du cinéma, c'était d'être juge d'instruction. Et donc, si vous voulez, après, quand vous avez une journée de service avec un tournage qui se fait, c'est vrai que le soir, quand je rentrais chez moi, je me regardais dans le miroir et je me disais quand même, Anne, n'oublie pas, tu es juge d'instruction, c'est ça qui te nourrit. Enfin, je suis désolée d'en arriver à des considérations bassement matérielles, mais je vis de mon boulot juge d'instruction et certainement pas du cinéma. Hein. Mais peut-être vous aussi. On va faire un film avec vous. Mais chacun dans sa branche est un personnage. Ça, je crois ça tout à fait. Moi, on me pose souvent la question, je crois que quand on me dit comment tu trouves les sujets pour striptease, je dis, il y a 11 millions de Belges, en admettant qu'il n'y a qu'une manière de traiter un sujet, une personne, il y a quand même 11 millions de sujets, quoi. Donc voilà, alors c'est vrai, c'est différent. Il y a 10 juges différents, je ferai 10 films différents, ça c'est clair. Bon voilà, mais c'est la vie, hein. On va choisir elle, c'est tout.
Sí, una última pregunta, por Habéis favor. dicho que han sido 3 años de trabajo. 3 années de travail. Je voudrais connaître le montage du film, parce que là, comment avez-vous travaillé? C'est vrai que moi, je croyais qu'il y avait des scénarios. Comment avez-vous fait le choix des moments intéressants qui auraient pu être écrits par un scénariste? C'est très simple, c'est très simple. C'est ce qu'on visionne, je me mets avec un monteuse qui ne connaît pas la matière, on visionne tout, on note tout, et chaque séquence, on donne, si vous voulez, des points qui correspondent à notre intérêt. Donc on est deux, oui, n'est pas là à ce moment-là. Moi j'ai déjà vu la matière, un autre intérêt, donc des points rouges, des points verts, des points bleus. Alors quand on a fait tout ça, on synthétise. Est-ce qu'on est d'accord ou pas sur les trucs? Donc il y a d'abord le fil rouge de l'enquête qui progresse, ça c'est facile parce que chronologiquement ça se fait, donc ça on fait une ligne là-dessus, et puis on cherche, oui, on a besoin de peps, enfin d'histoires des clients, comme madame dit, et puis on essaie de prendre les plus intéressants, les plus drôles, les plus intéressants, et à ce moment-là, on les met. Alors il y en a, je vous dirais, la prostituée par exemple, elle a voyagé au début, à la fin, etc., quoi. Mais une fois, à ce moment-là, on a fait un espèce d'ours qu'on appelle ça, de 3h30. Et alors à ce moment-là, et Bertrand et Yves sont arrivés, ils n'avaient jamais rien vu. Moi, je vais assez clair, dans les 3h30, ils étaient désespérés tous les deux, en disant oui, on ne va pas y arriver. Et pour moi, c'était assez clair, quoi. Et donc, on a coupé. Et pour être arrivé à 1h52, il me dit il faut faire pour ça à 1h40, donc j'ai encore coupé 10 minutes, quoi. Et puis alors il y a des problèmes de rythme. Mais en fait, moi je trouve le montage c'est assez facile. C'est passionnant, hein, mais c'est assez facile. Quand on a bien ce qu'on... Je ne sais pas toujours, moi je ne sais pas toujours ce que je veux faire, mais je sais parfaitement ce que je ne veux pas faire. Ça c'est très clair dans mon esprit depuis très longtemps. Donc quand on a ça et quand on a cette histoire, cette matière-là, c'est formidable. C'est un pied, quoi. Moi, je suis un vieux pensionné, un retraité, et ben je prends toujours mon pied à travailler, quoi. Moi, je me suis toujours amusé dans ma vie à travailler. Donc voilà, moi j'ai l'impression que je suis toujours en vacances. Et en fait, le montage, quand la matière est plus ou moins bonne, ou le film est quasiment fait, en tout cas en tournage, c'est beaucoup plus facile de choisir. À partir du moment où il n'y a pas de film, en tout cas en termes de matière, on commence à chipoter. J'avais juste une histoire qu'on avait, donc même avec Jean, on avait fait un 3 x 52 minutes pour la télévision avec justement Madame la juge. Et en fait, pour des raisons juste administratives, un monteur a fait la version des 3,52 minutes, et puis il a dû partir à la pension. Et donc, il y a une autre monteuse qui est arrivée, qui a voulu, sans avoir vu le travail de son collègue, reprendre la matière et faire son film, le film qu'elle voulait faire. En fait, les deux films étaient identiques. Ils ont travaillé de la même manière, ils regardent les rushs, et n'importe qui fait ça. On sent quand il y a une séquence qui se tourne, on en discute, et il n'y a pas d'énorme mystère, c'est plus simple qu'on le croit. C'est assez simple, hein, c'est que il tournait et moi je dérushais pendant la nuit. Enfin, je regardais, et on voyait très bien. Enfin, dans mes notes, je vois très bien ce que je vais garder, et je vois très bien ce qui va partir à la poubelle de suite, quoi. Et c'est vrai que ma vision avec un monteuse, c'est pour confirmer mon sentiment à moi. Ce qui est aussi important, c'est que je garde en fin de film maintenant mon sentiment premier que j'ai vu la première fois, quoi. Il faut que mon sentiment reste le même. Et sans ça, si c'est pas ça, c'est pas bon, quoi. Mais pour moi, le montage est assez simple. Quand la matière est bonne, c'est du billard, quoi. Et puis il y a une seule prise. Hein. Il y a une seule prise, donc il n'y a pas, comme en fiction à décider laquelle on va prendre. Est-ce qu'elle a sa place ou pas? J'ai pas le choix je prends la 4e prise parce que le comédien a fait ça, peut de faire ça, quoi. Donc voilà, non, j'ai une fois la prise, ben ça c'est gai. Muy bien, pues tenemos que terminar. Formidable. Nous devons finir. Merci infiniment à toute l'équipe. Merci, bon courage, bonne chance dans votre parcours.